Alors où est-ce qu'on en était? Ah oui, on n'avait pas rangé le niveau d'occupation du sol en s'encombrant d'une nouvelle carrosserie poussiéreuse, une Alfa Romeo 156 GTA dont on n'a pas encore eu l'honneur d'entendre le V6 s'ébrouer. Et on n'avait pas vraiment arrangé les choses en le virant de son terrier pour le mettre sur banc et ausculter les coussinets qui étaient... moches. Ouais. On va s'occuper de ça et d'autres trucs. L'objectif de cette grosse session, la dépoussiérer par la seule force de sa mécanique. Le fond du carter d'huile est un bon endroit pour se faire une idée du degré de désespoir qu'on va atteindre. Dans le cas présent, on n'y trouve que des morceaux de plastique et de joints. On peut retenir nos larmes pour l'instant. Ici, j'ai monté un coussinet neuf. Et j'ai pris les mesures comme spécifié dans le manuel alpha. Seulement, les jeux qui donnent, c'est impossible en fait de les mesurer. Parce qu'il n'existe pas de kit de plastigage qui permettent de le faire. Là, c'est le plus fin à ma connaissance, donc 0,025 mm. C'est la dernière mesure qui est là. Bon, bah moi, celle que j'ai prise, j'hésite entre l'un ou l'autre. Franchement, à l'œil, c'est difficile de dire. Quoi qu'il en soit, en fait, les classes de coussinets, c'est soi-disant 0,025 ou 0,024. Autant dire que c'est impossible de savoir où on se situe entre les deux. Donc en fait, cette mesure ne sert à rien. Sachant que de toute façon, les autres catégories de coussinets ne sont plus disponibles chez Alpha. Donc bah ouais, on va continuer à les remplacer. Et ça sera dans tous les cas beaucoup mieux que les anciennes pièces qui étaient, elles, totalement hors tolérance vu l'usure. Le vilebrequin, lui, il semble en parfait état au niveau des paliers et des tourillons. Ça, c'est donc la marque du Flexi Jauge. Voilà. Bref, on s'en fout. Je remercie Monsieur Blé pour le jeu de cale qui m'a gracieusement offert. Pour virer les coussinets sur les deux paliers qui sont ici, il faut retirer la pompe à huile. Et pour retirer la pompe à huile, il faut virer cette poulie, il semblerait. A priori, c'est rentré en force, donc ça va pas être très drôle à faire. Grâce à l'audio description, je peux vous dire que c'est sorti. C'est chaud, hein, forcément. Idiot. Bon, j'ai fait les coussinets du 3e, second et premier palier du vilebrequin. Il me reste le 4e ici à remplacer. Mais pour celui-là, ça va se passer un peu différemment parce que le chapeau, il intègre également la partie qui surplombe le joint ici. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile à sortir. Bon, le joint, on s'en fout, évidemment, je vais le remplacer. Le stand moteur me gêne pas mal, là. Je vais le joint à spi déjà. Je vais essayer de vous montrer la sortie du coussinet. Il a toujours un peu de mal à bouger sur le premier millimètre, puis après ça va. Voilà, là, il a commencé à sortir. On peut s'aider d'un jeu de cale, quelquefois en poussant un peu fort. Ça arrive à le pousser. Là, ça bouge. Voilà. Ça se passe évidemment avec plus de facilité que pour les autres. Il y a des morceaux de joint un peu partout. Et donc on en a fini avec les paliers de vilebrequin. Je viens de remplacer les coussinets des 3 premières bielles. Je vais faire la 4e ici. On dessert de quelques tours sans enlever encore les vis parce qu'on va en avoir besoin pour repousser la bielle. Jusqu'à présent, les coussinets côté bas moteur ils étaient systématiquement en bon état. Par contre, côté culasse, ils sont généralement très usés à un endroit. C'était une bonne idée de les remplacer dans tous les cas. Donc on va commencer par remplacer le coussinet du chapeau. Il y a une petite indexation ici, c'est pratique pour pouvoir sortir le coussinet d'ailleurs.
Alors les neufs, c'est pas tout à fait les mêmes coussinets parce que ceux-là ils sont percés, donc en principe ils se montent sur des bielles percées. Mais c'est pas grave, a priori, j'ai vérifié, on peut monter des coussinets percés sur des bielles qui ne le sont pas, ça pose pas de problème dans ce sens-là. Dans l'autre évidemment ce serait plus problématique. Maintenant on va descendre un peu la bielle. Voilà, comme ça la bielle elle sera plus accessible. Je remonte un peu le piston, on reprend le tournevis pour virer le coussinet, et comme prévu, celui-là il est plus usé que l'autre. On voit bien là, ça avait commencé à creuser. Dans tous les cas, je trouve pas ça inquiétant. Ces V6 là, c'est quand même une conception ancienne et voilà, c'est des moteurs qui usent leurs pièces, les coussinets, c'est vraiment de l'usure. Indexation du bon côté, on commence par la mettre à cet endroit et fluide de montage. Au moment de remettre la bielle en place. Voilà. On va marquer le chapeau pour être bien sûr qu'on a remplacé les coussinets sur celui-ci et les deux. Il m'en reste plus que 2 à faire. Ça va être vite fait. Après, le plus long, ça va être de nettoyer ce foutoir là. Et on finit par un petit serrage angulaire. Je les adore ceux-là. Je crois qu'on est suffisamment dégueulasse et on a foutu suffisamment d'huile partout pour pouvoir vraiment se mettre dans l'ambiance. Voilà. C'est parfaitement bien fixé. Merci Olivier pour ce cadeau au timing parfait. Avant de remonter le carter, ça peut être une bonne idée de se débarrasser de tous les débris qui sont sous la plaque anti-déjaugeage. Sans parler de ce que la crépine de la pompe à huile a filtré. Il était manifestement temps de changer les joints de la pompe à huile. Ça c'est un des anciens. On peut nettoyer et on va pouvoir remonter tout ça. Essayer de pas l'abîmer au montage. Ok, on y est. Bon, il est déjà en place. Là c'est le moment un peu paradoxal psychologiquement, puisqu'on a envie de mettre suffisamment de joints pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite d'huile par la suite, parce qu'intervenir là ce serait vraiment pénible, mais en même temps on n'a pas très envie, vu ce qu'on a trouvé sur la crépine de la pompe à huile, que ça se reproduise et qu'on finisse par tuer le moteur parce qu'on en a mis beaucoup trop. Ok, ça devrait être étanche là. Ah, si c'est pas étanche avec ça, je sais pas ce qu'il faut faire. Vu ce qu'on a trouvé au niveau de la crépine de la pompe à huile, on va mettre un filet relativement fin. Ou 2, peut-être même 3. Bon, faut bien comprendre que vu l'accessibilité mécanique, on n'a pas du tout envie qu'il y ait des fuites. Là, il y a bien quelques vis différentes du carter, je savais plus bien où les mettre. J'ai bien vu où ça se mettait finalement. Plus de doute. Et voilà le premier signe qui montre qu'on va s'occuper de la distribution. Donc le moteur a passé suffisamment de temps la tête en bas, il est temps de le redresser. On peut déjà faire tourner le moteur pour faire correspondre les marques placées par le précédent intervenant, mais c'est pas ça qui nous indique si le moteur est oui ou non bien calé, vous le verrez par la suite.
Je dépose le collecteur d'admission pas seulement pour pouvoir accéder aux arbres à cam et mettre en place les outils de calage, mais également pour pouvoir mesurer par la suite le PMH précis qui va nous être utile, vous le verrez. Et comme il y a 10 000 débris qui n'attendent qu'une chose, que vous ayez enlevé la bougie pour se précipiter dans la chambre de combustion et contaminer tout ce beau matériel, bah ça peut être une bonne idée de donner un petit coup de soufflette. Là j'essaye de trouver le point mort du cylindre 1 sans forcément chercher à être très précis, mais simplement pour évaluer le calage actuel du moteur et potentiellement me moquer du précédent mécano qui s'est chargé du remplacement de la distribution. Donc arbre à cam d'échappement du banc 1, nickel. Même chose sur le banc numéro 2, rien à dire. Et on s'approche du sans faute avec celui de l'admission. Mais après ça va un peu se corser. Bon, sur la cale du cylindre 4 ça va, 6 aussi. Le premier est en place. Par contre, le deuxième ici, c'est impossible de le mettre, donc cet arbre à cam en fait il n'est pas calé correctement. Il manque pas grand chose, mais c'est pas bon. J'ai déjà avancé le moteur au maximum là, je suis bloqué sur cette cale là. Donc on va continuer notre travail et on pourra corriger ce décalage plus tard, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut dire au revoir à notre fameuse courroie qui doit être remplacée tous les 5 ans ou 100 000 km. Un bon travail à chaque fois. Je peux bouger l'arbre à cam librement, et là normalement on est pas mal, on est bien calé. Maintenant la difficulté c'est de libérer les poulies d'arbre à cam. C'est comme ça que la distribution doit se faire en principe sur ce moteur. Bon, normalement ces poulies elles sortent sans trop de problèmes, mais les miennes elles sont bien grippées, donc j'ai dû me servir d'un arrache-moyeu pour les enlever. Pas moyen d'y arriver autrement. Je les ai chauffés, je les ai tapés gentiment, j'ai fait levier, tout en même temps, mais non. Voilà. Et comme elles sont débloquées, on va en profiter pour remplacer les joints spi derrière. On va pouvoir commencer à remonter le reste des pièces neuves, à commencer par les galets enrouleurs. Mais justement, pour monter notre pompe à eau neuve, il faut aussi déposer le reste des carters de distribution. Et puis il faut aussi enlever ce support qui gêne l'accès à une des vis de la pompe. Avant de remonter la neuve, on va aussi remplacer un dernier joint spi, celui du vilebrequin, côté distribution justement. C'est le moment de pas se foirer au remontage parce que si jamais il y a un problème, ensuite il faut refaire une distribution pour déposer une pompe à eau de nouveau. Bon, je vais pouvoir monter la nouvelle courroie. Donc les poulies je les remonte, mais vraiment libre, faut qu'elles puissent tourner sans aucun problème. Donc je mets les vis au contact, pas plus. C'est marrant parce qu'il y a des emplacements pour les clavettes sur les arbres à cam, mais c'est pas utile avec ce type de montage puisque côté poulie il n'y a rien pour indexer. Ouais, facile les anciens repères, pas que ça puisse porter à confusion. On peut y aller. Là on peut y aller complètement au hasard. C'est l'avantage de ce type de montage. Maintenant je vais mettre en tension le tendeur parce que sinon ça sera faux, simplement de repère.
Il faut que la flèche arrive sur le repère qui est ici. Il y a un outil normalement utilisé pour faire ça, mais c'est pas nécessaire du tout parce que juste là, en fait, c'est super facile de mettre en tension correctement la courroie. Donc, on va se mettre bien en face. On est pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le PMH. Je me dis qu'avec ce montage stupide que je teste ici, peut-être que je peux arriver à avoir quelque chose de relativement précis. Donc voilà, je vais me mettre au contact avec mon pied à coulisse. Et là, on va pouvoir voir si on monte ou si on descend. 0,41. 1,10. Même si vous le voyez pas ici, évidemment, de l'autre main, je suis en train de faire tourner le moteur. 1,45, on monte encore. 2,65. Voilà, on monte plus. Donc j'ai tracé 2 traits. Le premier, en bas, ici, c'est celui à partir duquel on a une valeur qui arrête d'incrémenter. Et le deuxième, c'est celui à partir duquel la valeur redescend ensuite. Donc c'est la descente du piston. Et le PMH, normalement, c'est pile poil le point au milieu des deux. Là, on peut enlever les cales. On va pouvoir recontrôler de nouveau après avoir fait quelques tours. Les cales, ce qui est bien, c'est qu'on peut les remettre en place pour tester uniquement. Maintenant, on peut tout serrer au couple et vérifier si on a bien travaillé. J'ai remis les cales en place et tout tombe comme c'était déjà avant, donc c'est bien. On peut donc refermer le moteur avec des joints de couvre-culasse neufs. Et on n'oublie pas de mettre un peu de pâte à joint aux endroits où ça risquerait de pas faire contact. Une des grosses faiblesses sur les 156 et 147 GTA, c'est l'alternateur qui subit beaucoup trop les calories évacuées par le moteur. Donc il vaut mieux le remplacer par un neuf et dans l'idéal en mettre une version ventilée. Et je dis ça en connaissance de cause pour avoir eu à intervenir 2 fois sur ma 156 GTA précédente. Et vous n'avez pas envie de le faire une fois que le moteur est remonté, croyez-moi. Allez, on en a presque fini avec le banc moteur ici pour remplacer le thermostat. Puis tant que le collecteur d'admission est déposé, remplacer les 6 bougies. Oh là là, ça tournait bien riche ça. Et juste avant de remettre en place les tubulures du collecteur, justement, on peut aussi remplacer les joints d'en base. Ils sont tellement en bon état que je me demande bien pourquoi je les remplace. Mais bon, j'ai des neufs, ils se démontent facilement. Autant le faire. Là, j'allais dire chantier terminé, sauf que je me suis aperçu qu'il y avait eu un peu de bricolage au niveau du faisceau électrique. Après avoir réparé ça proprement, cette fois-ci, on est prêt pour entamer le remontage du moteur dans la voiture. Bah non en fait, on pouvait pas remplacer le kit d'embrayage à cause du banc moteur justement. Mais maintenant, la voie est dégagée. Et vous savez quelle petite modification populaire on a fait faire sur la boîte de vitesse? Bah le montage d'un différentiel autobloquant. Déjà pour éviter que celui d'origine se satellise comme certains le font, mais aussi pour pouvoir enfin passer efficacement les 250 chevaux au sol. Et n'insistez pas, je ferai pas de tutoriel sur cette pièce. On revient donc le lendemain avec une boîte à remonter et un moteur à remettre dans un compartiment moteur bien vide. Aujourd'hui, il pleut. Mais demain, normalement, si tout va bien et que ça se passe comme prévu par Météo France, il pleut pas. On va utiliser la journée d'aujourd'hui pour préparer le terrain pour demain. Et il y a un peu de boulot, hein, ça m'avait pris du temps de tout mettre en pièces pour pouvoir le mettre sur le banc et m'occuper de ce qu'il y avait à faire. Donc on va s'y attaquer gentiment en essayant de ne pas se casser le dos parce que la boîte à la beau être petite, elle est vraiment lourde. Il faut que je vous raconte une petite histoire fameuse. Ce genre de douille, là c'est du 41 mais j'ai dû en acheter une 45 aussi récemment pour la Mercedes par l'EML. Et je les commande toujours sur le même site parce que c'est rapide et puis c'est pas trop cher. J'ai pas trouvé tellement mieux. Et donc je commande ça et juste quelques jours préalable, j'avais, je crois que c'était l'épisode 1 de la XM, je dis que pour remonter le kit d'embrayage, puisqu'on va faire celui de la 156 là, et avec ça, baradès outillage, ils m'ont envoyé la petite mallette de centreur universel. Je dois admettre
Fortiche quand même de leur part d'avoir compris que c'était moi qui commandais ce truc. Merci les gars, franchement, c'était une très bonne surprise le cadeau. Ça va, c'est un embrayage idiot-proof comme j'en ai besoin. Donc c'est marqué Lato Cambio, côté boîte. Il était pas si vieux que ça l'embrayage qu'il y avait avant. Ça avait l'air même presque neuf. Pas du tout le même genre d'embrayage. En fait, je crois que je sais ce qui s'est passé. On a vu qu'ils avaient explosé le récepteur d'embrayage. À mon avis, ils n'ont pas mis le bon. Parce que celui-là, il n'est pas amorti d'embrayage. Donc à mon avis, il va avec un volant moteur bimasse. Après cette incroyable révélation, on peut continuer le remontage, l'esprit tranquille en se disant que tout va bien fonctionner par la suite. Là, je monte la butée d'embrayage sur la fourchette et ensuite il va falloir la clipser sur le diaphragme, mais ça sera au moment de remonter la boîte. Et justement, le temps est venu de l'enquiller. Bon, j'admets, vu comme ça a l'air facile, mais j'ai généreusement coupé les scènes parce que j'en ai chié. Il faut être gentil avec les gens cons, parce qu'ils galèrent plus que les autres. Hein. On peut maintenant s'occuper du récepteur HS. C'est une des conséquences du fait qu'à mon avis, ils n'ont pas mis le bon kit d'embrayage à l'époque. C'est ballot. Hein? Pas si mal. Oh non, on va être obligé de démarrer la Maserati biturbo pour pouvoir sortir le moteur. Ah, quelle corvée! Bon, j'imagine que personne n'est surpris, mais ouais, elle m'a refait le coup de la panne d'allumage et elle s'est réparée toute seule par la suite. J'ai toujours pas d'explication sur ce phénomène. On passe à un véhicule plus fiable, mais aussi beaucoup moins intéressant à entendre. Là, on est parti pour un sacré gros paquet d'heures de travail pour réussir à mettre le moteur dans la voiture. Et encore pas mal d'heures pour réussir à le démarrer. J'appréhende pas mal. Hein. Déjà, je ne l'ai jamais entendu tourner. J'ai fini à ce stade par me dire, plus on intervient sur un moteur ou sur un organe mécanique et plus les risques sont élevés qu'il y ait des problèmes par la suite. L'erreur est souvent humaine. Bon, je vous rassure tout de suite, je parle d'heures, mais ça a été pour moi, sachant que vous êtes déjà tapé le démontage et que leur montage c'est la même chose dans l'autre sens. Pour vous, ça va être très rapide. Mais n'oubliez pas que derrière, j'en ai chié encore une fois. Notez que mes sangles de levage sont aussi libellés Alfa Romeo, la classe. Hop hop hop, l'étron gris peut dégager et laisser place à la diva italienne, qui a besoin de récupérer son cœur. C'est le moment de pas oublier d'enlever tout ce qu'on a stocké sous le capot pour éviter de rouler dessus. Ah, ça c'est dommage, l'élan a presque suffi à passer le deuxième essieu, mais il va falloir se débrouiller autrement. Peut-être qu'en enlevant tout ce qu'il y a dans le coffre pour gagner du poids, je pourrais arriver à le pousser à la main.
Non, apparemment il me manque quelques centaines d'heures de musculation pour y arriver. Finalement, on avait rangé les troncs gris beaucoup trop tôt. Donc c'est bien là, 156 est dans la place, mais il nous reste un petit truc à faire avant de mettre le moteur dedans. On va le remplacer tant qu'on est là. Parce que côté B-moteur, c'est plus facile de faire ça maintenant qu'après, vu la localisation de la durite qui est là. Et oui, en général, quand on remplace un récepteur d'embrayage, c'est bien aussi de remplacer l'émetteur. Ceci étant fait, on peut enfin passer à l'étape qui nous intéresse. Ça se passe plutôt bien, je trouve. On va pas tarder à pouvoir le revoir dans le compartiment moteur. La difficulté, c'est qu'avec ce pont, la voiture elle se décale légèrement à gauche au fur et à mesure de la descente. Donc il faut aller vérifier fréquemment. Voilà, l'alternateur il passe juste. J'ai tout un tas de jurys de silicone et il faut pas oublier de les remplacer au fur et à mesure qu'on en voit qui sont moches parce que il y en a qui sont difficilement accessibles comme ces deux-là. Là je viens de les remplacer. Et l'autre truc intelligent, c'est aussi de remettre de l'huile dans le moteur. Et je dis ça parce que c'est totalement le genre de truc que je pourrais oublier un jour. Allez, on va emprunter un raccourci qui nous permettra de faire abstraction de tout ce que j'ai continué à brancher, du faisceau électrique, des canalisations, etc. Et on va remettre de l'essence fraîche dans la voiture parce que pour rappel, ce qu'il y a dedans, ça doit dater d'il y a plus de 10 ans. Enfin, d'après mon reniflement expert, ça sent pas trop le vernis, donc ça doit pas être si terrible que ça. On va peut-être pouvoir enfin entendre ce moteur. On a juste le minimum syndical pour pouvoir tenter un démarrage, voir ce que ça donne. Il n'y a même pas d'échappement, donc ça va faire un bruit d'enfer. Pas d'accessoires, mais ça m'arrange. Les canalisations et durites de direction assistée. Et il n'y a rien de remis, donc ça évitera que ça foute de l'huile partout. Pour le reste, je crois que j'ai à peu près tout branché. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est les sanctions du voyant de pression d'huile. Normalement, comme le circuit de carburant est bien vide depuis un moment, on va avoir quelques tours au démarreur. Ce qu'on entend cogner, c'est juste la ligne d'échappement contre le pont. On va vérifier qu'il n'y ait pas de liquide par terre. Ah là, elle va démarrer, on dirait. Non, rien de plus. J'ai eu la présence d'esprit de remettre le radiateur d'huile et je m'en félicite parce que là c'est vraiment la cata sinon. J'ai failli oublier. Hein. Je vous le cache pas. Voyant de pression éteint. Claque beaucoup, c'est normal, ils sont désamorcés là. C'est encourageant, on va pouvoir continuer. Je peux pas voir en embrayant si ça fonctionne, donc la caméra va m'être utile ici. J'ai purgé par gravité, je crois que c'est suffisant. On dirait qu'on n'aura pas le même problème que les précédents intervenants. On a rempli le moteur, c'est bien, mais la boîte aussi a besoin d'huile. Mais on va éviter de lui faire absorber de l'ATF et on va déjà purger la pompe. J'en profite d'ailleurs pour remercier Racing Lubes qui m'envoie toutes les fournitures en huile. Après un peu plus de 2 litres transvasés, la jauge de la boîte indique qu'elle est pleine. Tant que la voiture est en l'air, on va aussi remonter une bonne partie de la ligne d'échappement qui était manquante jusqu'à présent. Évidemment, il y avait un bon paquet de pièces rouillées, mais en négociant finement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà donc la sonorité à l'échappement avec un silencieux sommairement remonté. Pas tout à fait étanche, mais ça, ce sera le problème d'une autre journée. Pour commencer la journée, on va déjà voir ce qu'on a comme défaut
effacer tous les vieux trucs. Parce que là, il doit y en avoir une sacrée quantité. Je serais pas étonné que j'ai oublié de rebrancher des trucs. Je pense que ça va être un beau festival. Bon bah de toute façon on va tout effacer, on va voir ce qui revient. Déjà on va pouvoir rebrancher le débitmètre et voir si elle tourne parfaitement avec. Ça faisait un petit moment que j'avais plus à démarrer ou à pétarader juste 1 ou 2 secondes. Au nettoyer un frein, pas de problème. En fait, j'ai l'impression que c'est un des relais qui doit coller ou je sais pas, il est peut-être corrodé. Donc je les ai un petit peu frottés, j'en ai échangé 2 et là ça semble fonctionner. Donc... Enfin, j'entends la pompe. On va essayer de redémarrer. Et là on est malheureusement tombé dans le puits de la double panne. Déjà j'ai voulu vérifier l'aspect de l'essence. Ouais, c'est pas catastrophique hein. Bon bah elle tourne, mais seulement si je laisse la conduite du débitmètre débranchée. Donc bah à ce stade je dirais que le débitmètre est mort. Je peux vous montrer hein, ça la fait caler. Voilà. Je vais la laisser tourner pour essayer de réamorcer le poussoir qui claque. Maintenant pour aller plus loin, il va falloir continuer à remonter des pièces, notamment les radiateurs de refroidissement. Et puis avec une face avant, ce sera quand même plus discret pour rouler. Côté conducteur, il y avait une des vis cassée dans le prisonnier, dont je m'en suis occupé pour percer et retarauder. Après avoir remonté les phares, on pouvait aussi s'occuper du pare-choc, mais pas sans avoir recollé les supports d'anti-brouillard. Pour la suite, j'ai pu bénéficier d'un regard extérieur et totalement objectif pour me faire remarquer qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient bizarres. Eh ben regarde. Oui, bon. Il n'y a pas l'écrou. C'est vraiment des tarés. De ce côté, la rotule de direction, j'avais vu que l'écrou était tout en bas, desserré complet. Ah bah là, il est parti complet. Là, il n'est pas là. Ok. Et ben c'est très bien. Donc après avoir remis un écrou et resserré ce qui était desserré, on était parti pour tester le différentiel autobloquant. Parce que là je voyais le truc rouge et ça allait arracher. Ce test scientifique confirme le patinage des deux côtés. C'est bon. On n'a pas perdu la roue, c'est bien. Allez, on va pouvoir partir pour un tout petit tour pour voir si cette diva veut nous jouer un peu de drame de la commedia dell'arte. Bon, on va faire un petit tour, tout petit tour de roue. Alors cette voiture a l'un des angles de braquage les plus merdiques au monde. Je vous ferai la démonstration du volant de butée en butée, mais c'est assez drôle. Hein. J'aurais pu nettoyer le pare-brise. J'imagine que vous êtes nombreux à connaître ce sentiment d'hypervigilance qui vous fait presque entendre des trucs qui n'existent pas. Il y a un bruit de frottement ou de roulement, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je contrôle le serrage des roues en fait. Je vais aller faire ça. Là j'ai l'impression que je vais en perdre une. Et globalement tout était bien serré, mais là je commençais à me dire que simplement ces roues c'était de la merde. Ce bruit bizarre.
sagement. Il n'y a rien de dramatique, juste des trucs bizarres qu'il va falloir clarifier par la suite. Et surtout, on n'a pas cassé le moteur et on dirait que j'ai bien travaillé. On va déjà pouvoir voir si en statique elle maîtrise sa température. Et ils sont bien couilles. Vu le nombre de trucs desserrés sur ce demi-train, je me suis dit que le bruit que j'entendais, ça pouvait très bien venir du cardan desserré. Ça a l'air serré. Donc il reste plus qu'une seule chose intelligente à faire. Je pense qu'il y en a certains qui vont être soulagés de revoir les jantes d'origine en place. Bye bye les jantes kéké, elles sont parties vers des horizons fumants. Juste après, j'ai reçu ma commande au vocaux, vous vous souvenez, pour la boîte à air et l'écran d'affichage central. Et justement, on va remplacer cette pièce parce qu'il y a quand même des informations intéressantes qui s'affichent parfois ici. Là on a suffisamment fait tourner le moteur pour s'occuper de remplacer le filtre à huile. J'avais laissé celui qui avait déjà en place sur la voiture, sachant qu'il allait sans doute devoir encaisser les saloperies du genre résidu de joint et tout. Donc maintenant on va le remplacer, mais sachez que sur une 156 GT-A, il est extrêmement bien placé là-bas, avec des canalisations de refroidissement d'huile qui passent juste devant. Là j'ai dévissé ça pour me laisser un tout petit peu de marge, mais même comme ça je sais, enfin ouais, c'est vraiment pas très drôle à faire. J'en veux pas aux ingénieurs Alpha parce que je pense qu'au départ il y avait simplement pas de radiateur d'huile et donc pas de canalisation qui passait devant, mais maintenant c'est devenu un problème. Et je crois que tout est prêt pour un vrai galop d'essai. Et je pense qu'il y a quand même un petit problème peut-être de roulement ou un truc comme ça, parce que lors du cours essai qu'on avait fait, il y avait un truc qui clochait, un bruit régulier comme ça. Donc, je vais voir. J'espère juste que c'est pas le différentiel tout neuf. Il faut essayer de sortir d'ici avec toutes les voitures qui traînent, ce qui est pas facile. Ouais, ça devrait aller. Ça braque très peu une 156 GT-A, c'est vraiment c'est une blague quoi. Je vais vous montrer de butée à butée ce que ça donne au volant. Je connais aucune voiture avec ce genre de direction. Voilà. Et butée à gauche, butée à droite. Gauche, droite. C'est très direct, mais ça braque pas grand chose aussi, il faut le dire. Je sais pas si rebrancher un débitmètre va changer grand chose, mais sans, c'est déjà hyper agréable comme mécanique. Ça, je m'en souviens bien, c'est tellement coupleux. Ça fonctionne à merveille ce V6. Qu'est-ce que le dossier est dur par contre. Je crois qu'on peut dire que je suis officiellement vieux. Le régulateur fonctionne. Bon. On en est au moment où on peut commencer à tester des trucs. J'aurais peut-être dû prendre un extincteur avec moi. Là ça y est, j'ai passé tous les rapports jusqu'à la 6ème et tout se passe bien. Transfert instantané, 7 litres, 8 au 100, 100 débitmètres. Moteur encore froid. Il a l'air de bien tourner en tout cas. Juste au couple comme ça et en comparant avec les souvenirs que j'avais de la mienne, on est dans les clous. Et puisque je l'ai mentionné et que je la mentionnerai sûrement encore, voici quelques images de la précédente 156 GT-A. J'ai l'impression que je vais pas avoir grand chose à vous dire pour l'instant. On va faire le cycle de chauffe. Aucun bruit parasite moteur ni rien.
À part la fuite d'échappement, parce qu'il y a un endroit où j'ai pas mis de collier, mais elle tourne super bien là. Pas de fumée. Ça sent un peu le cramé, mais je trouve pas ça anormal vu les interventions que j'ai faites sur le moteur. J'ai un peu détordu la flasque du disque de ce côté. Je peux y accéder ici. J'espère que c'est ça qui frotte. À part ça, on est vraiment bien. Je vais la redémarrer, vous allez pouvoir l'entendre. Bon, jusqu'à présent, rien de nouveau, ce qui est bien. Je peux afficher ici la température d'huile moteur. Et là, on est à température de pouvoir monter un peu dans les tours. On va pouvoir partir à l'assaut de la zone rouge. Là, on a un bon cas de figure avec un véhicule électrique apparemment bridé à 50. C'est laborieux. Alors allons-y. Ça marche. Ça marche bien. Essayer de rôder un peu ce freinage. Température de liquide de refroidissement, donc j'ai atteint 90 et c'est redescendu un petit peu, ce qui semblerait montrer que le thermostat fonctionne bien. Ça tombe bien, il est neuf. Merci Autoshop. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, un meilleur aperçu de la bande son. Et quoi de mieux qu'un petit départ arrêté pour valider le bon fonctionnement de l'autobloquant? Et là, vous pourrez croire qu'on va pouvoir clôturer l'épisode sur des notes positives uniquement. Vous trouviez pas que depuis le départ, avec ce projet, il y avait un petit problème? S'agissant d'une Alpha, qui plaisait une 156 GTA, finalement j'ai pas été si embêté que ça. Jusqu'à hier. J'ai fait 100 mètres pour tester la voiture après avoir arrangé les derniers problèmes et plus d'embrayage. Et j'ai passé la caméra endoscopique et j'ai vu ce qui s'était passé. Ça, c'est pas normal. Donc, le récepteur s'est déboîté parce que la butée qui est censée être clipsée sur le diaphragme à l'intérieur, elle s'est déboîtée. Elle aussi. Et donc dans son élan, la tige du récepteur s'est barrée. Mais ça on s'en fout. Le problème c'est que la butée, pour la remettre en place, il faut déposer la boîte. Contrairement à ce que je croyais faire, c'est-à-dire fixer définitivement l'enseigne dans le garage en me sentant digne de sa présence, et pour l'instant on va la mettre en berne parce que ce soit la faute de la pièce ou la mienne, j'ai chié. Je vous montre peut-être plus clairement ce qui s'est passé. D'origine, la butée, elle se fixe sur la fourchette et ensuite, une fois qu'on a monté la boîte en place, on fait jouer le levier et en fait elle vient se clipser sur le diaphragme. Et donc dans notre cas, clac, c'est sorti. Et le clip qu'il y a ici, le circlip, c'est ça qui a merdé visiblement. Je sais pas pourquoi. Donc je vais redemander à Autoshop de me livrer un autre kit d'embrayage, peut-être d'un lot différent pour être sûr qu'il n'y ait pas un défaut de fabrication.
Mais voilà. Il va me falloir un peu de temps pour digérer ça parce que déposer la boîte dessus, c'est au moins une journée de travail entière, peut-être 2. Pour l'instant, j'ai pas la foi. Donc, je vous dis à la prochaine avec une autre et on reprendra les travaux pour finir ce petit chantier. Allez, à la prochaine, ciao!